Le 21 mai 2026, dans une salle de conférence à Détroit, Stellantis a classé ses marques en 3 catégories. En haut, Jeep, Ram, Peugeot, Fiat. Les marques mondiales, celles qu'on finance, celles qui ont un avenir. Citroën n'en fait pas partie. Citroën a été rangé au 2e étage, avec une mention qui ressemble à une condamnation. Marque régionale, autorisée à exister, mais privée de ses propres plateformes techniques. Concrètement, ça veut dire que dans la voiture au chevron que vous conduisez peut-être, plus rien ne sera vraiment décidé par Citroën. Et le document qui acte tout ça, je vais vous le détailler point par point, parce que ce qu'il dit du sort de votre marque et de votre voiture n'a rien d'un accident. Commençons par le mot qui fâche. Faillite. Si vous êtes venu ici en pensant que Citroën va déposer le bilan demain matin, je vais être honnête avec vous tout de suite. Non, le groupe ne va pas mettre la clé sous la porte. Stellantis pèse encore des dizaines de milliards, vend des millions de voitures, et personne ne va saisir les chaînes de montage la semaine prochaine. Mais il y a 2 façons de tuer une marque. La première, c'est la mort bruyante, le dépôt de bilan, les huissiers, les gros titres. Celle-là, tout le monde la voit venir. Elle fait peur, elle fait du bruit, elle déclenche des plans de sauvetage. La deuxième, c'est la mort lente, celle qu'on organise dans une salle de conférence, à 6000 km de Paris, avec des graphiques et des mots polis. On ne ferme pas, on reconvertit, on ne licencie pas Citroën, on la régionalise, on ne la condamne pas, on lui retire juste, une par une, toutes les raisons d'exister encore comme une vraie marque. C'est de cette mort-là qu'on va parler, et elle est beaucoup plus avancée que vous ne le pensez. Reprenons le document du 21 mai, parce que c'est lui la pièce à conviction. Le plan s'appelle Fastlane 2030, 60 milliards d'euros sur 5 ans. Et dès la première page, il y a une hiérarchie qui ne ment pas. 4 marques mondiales, Jeep, Ram, Peugeot, Fiat. Elles captent 70% des investissements produits. Elles ont droit à leur propre plateforme technique, leur propre budget de développement, leur propre destin. En dessous, le 2e étage, Citroën, Opel, Alfa Romeo. Traduction officielle, ces marques continueront de bénéficier de modèles dédiés. Ça sonne bien dit comme ça. Ces modèles seront construits exclusivement sur les bases techniques développées pour les marques centrales. Vous avez compris ce que ça veut dire ? Citroën ne dessinera plus le squelette de ses voitures. Elle posera sa carrosserie et ses chevrons sur un châssis pensé pour Peugeot ou pour Fiat. Elle deviendra un habillage, une étiquette qu'on colle sur la mécanique d'un autre. Et le 3e étage, tout en bas, là, c'est encore plus parlant. DS et Lancia seront pilotés par Citroën et Fiat, relégués au statut de marque de spécialité. Arrêtez-vous une seconde sur ce détail. DS, la marque premium, le haut de gamme que le groupe avait sorti du giron Citroën il y a 15 ans pour en faire une marque chic et indépendante. On lui avait promis le destin d'un Audi à la française. Eh bien, DS revient se faire piloter par Citroën. La marque qu'on a déclassée hérite de la marque qu'on déclasse encore plus. C'est l'organigramme d'un naufrage, où chaque rescapé s'accroche à un plus noyé que lui. Marque de spécialité. Retenez l'expression. C'est le genre de formule qu'on invente quand on n'ose plus écrire le mot qui convient. Variable d'ajustement. Voilà la photo de famille. Maintenant, je vais vous montrer comment on en est arrivé là, parce que cette dégringolade ne date pas d'hier, et le chiffre que je vais vous donner dans 2 minutes va vous expliquer pourquoi le groupe entier a paniqué. Mais d'abord, regardons les comptes, parce que dans cette affaire, il faut toujours suivre l'argent. En 2021, à sa naissance, Stellantis valait 77,9 milliards d'euros en bourse. La fusion du siècle qu'on nous disait. PSA et Fiat Chrysler réunis, 14 marques, le 4e constructeur mondial. L'avenir. En mars 2026, 21 milliards. L'action au plus bas de toute son histoire. Faites le calcul. Près des 3/4 de la valeur partie en fumée. En 5 ans. Il y a un autre chiffre, plus discret, mais qui dit tout. En 2025, pour la première fois, Stellantis n'est plus le premier constructeur sur son marché français. Avec 25,8% de part de marché, le groupe s'est fait dépasser par Renault et ses 26,4%. Le mastodonte aux 14 marques, doublé chez lui par un concurrent qui en aligne 3. Quand vous avez Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Alfa Romeo dans la besace et que vous perdez quand même le match à domicile, le problème n'est pas le marché. Le problème, c'est vous. Et le marché justement, parlons-en, parce qu'il ne va pas vous remonter le moral. En 2025, la France a immatriculé 1 632 000 voitures neuves. C'est 26% de moins qu'en 2019.
plus d'un quart du marché évaporé en 6 ans. La 4e pire année depuis 1972. Voilà le terrain de jeu. Un marché qui se rétracte, des Français qui n'achètent plus ou qui achètent ailleurs, et au milieu de ce désert, un groupe qui a vendu 5,6 millions de véhicules dans le monde en 2025, soit 14% de moins qu'à sa naissance en 2021. On ne parle pas d'un accident de parcours, on parle d'une érosion continue, structurelle, que ni la fusion ni les promesses n'ont enrayée. Alors, comment une marque qui a vendu plus d'1 million de voitures par an dans les années 2000 finit-elle au 2e sous-sol d'un plan de sauvetage? Ça ne s'est pas fait en un jour. Le dernier vrai sommet de Citroën, c'était 2012. Après, la pente. Lente d'abord, puis de plus en plus raide. La marque a perdu ses monospaces, les fameux Picasso, sans jamais vraiment les remplacer. Elle s'est fait reléguer sur le créneau populaire pendant qu'on confiait le premium à DS et la rationalité à Peugeot. Résultat, une gamme rabotée, une image brouillée et un client qui ne sait plus très bien ce que Citroën raconte. Aujourd'hui, Citroën tourne autour de 700 000 ventes mondiales par an. En Chine, la marque s'est carrément effondrée, presque rayée de la carte. Et sur son propre marché historique, la France, elle ne pèse plus que 7,3% au premier semestre 2025. Voilà le décor. Une marque qui rétrécit depuis 13 ans dans un groupe qui perd les 3/4 de sa valeur, dirigé depuis un bureau à Détroit. Parce que oui, je ne vous l'ai pas encore dit, mais le patron de ce groupe franco-italien a installé son bureau aux États-Unis. On y reviendra, parce que ce détail-là, il explique tout le reste. Maintenant, il faut que je vous parle d'un argument qu'on va vous opposer, et je préfère vous le donner moi-même plutôt que vous le laissiez découvrir ailleurs, parce qu'il a l'air solide. Au premier trimestre 2026, Citroën a progressé de 12,3% en Europe, une des meilleures performances du groupe. Alors, comment je peux vous parler de mort lente avec une marque qui monte? Je vais vous le dire, regardez d'où elle remonte. Un an plus tôt, en mars 2025, Citroën s'effondrait de 20% en plein lancement de sa nouvelle C3. Quand vous tombez de très bas, le moindre rebond fait un joli pourcentage. C'est l'arithmétique du plancher, pas la santé. Et surtout, regardez comment elle remonte. Stellantis a décidé fin 2025 de baisser massivement ses prix pour récupérer du volume. On brade, on sacrifie la marge pour faire du chiffre. Une marque qu'on doit solder pour qu'elle se vende et qu'on rétrograde au rang régional 6 semaines plus tard, ce n'est pas une marque qui guérit, c'est une marque sous perfusion, à qui on tire la main en attendant de décider de la débrancher. La C3 est même la voiture Stellantis la plus vendue aux particuliers en France. Et ça ne lui a même pas valu un strapontin dans la cour des grands. Le verdict est tombé malgré la C3, pas par oubli d'elle. Voilà pour le piège. Maintenant qu'il est désamorcé, on peut creuser le vrai sujet. Pourquoi? Et le pourquoi, il tient en un mot que personne n'écrit dans les communiqués. La géographie. Stellantis est une entreprise de droit néerlandais. Son siège fiscal est à Hoofddorp, aux Pays-Bas, un endroit choisi pour une excellente raison. Là-bas, les dividendes et les plus-values sont exonérés d'impôts. Voilà pour le cœur. Et où sont les profits pour un constructeur automobile? Pas en Europe, où le marché est mûr, saturé, étranglé par les normes. Les profits sont en Amérique du Nord. C'est là que les marges sont grasses. C'est là que le patron a décidé de jouer l'avenir du groupe. 60% des 36 milliards d'euros consacrés aux produits et aux marques partiront en Amérique du Nord. Le plus gros investissement de l'histoire du groupe sur le sol américain, 13 milliards. Et pour bien marquer le coup, le directeur général a installé son bureau à Détroit, le berceau de l'automobile américaine, pour diriger un groupe né de la fusion d'un constructeur français et d'un italien. Vous voyez où je veux en venir? Quand le cœur fiscal est à Amsterdam et que le cerveau est à Détroit, il ne reste pas grand-chose pour les usines françaises. Elles ne sont plus le projet, elles sont la variable d'ajustement. Le plan Fastlane 2030 prévoit de réduire la capacité de production européenne de plus de 800 000 véhicules par an d'ici 2030, 20% de moins. L'objectif affiché, faire tourner les usines restantes à 80% au lieu de 60%. En clair, moins d'usines, plus chargées. Et en France, le plan fuité dès décembre 2025 parlait de 11% de production en moins. Mais le patron jure, la main sur le cœur, qu'il n'y aura aucune fermeture. Aucune fermeture. Retenez bien cette formule, parce qu'elle est magnifique. Regardez ce qu'il y a derrière. Rennes, l'usine qui fabrique le Citroën C5 Aircross. Elle passe sous accord de partage avec un constructeur chinois, Dongfeng, une usine française qui va assembler des modèles chinois sous label partagé. Techniquement,
elle ne ferme pas, elle change juste de drapeau à l'intérieur. Poissy, le berceau historique du groupe dans les Yvelines, promis à la reconversion. On va y investir 20 millions pour moderniser l'atelier d'emboutissage et, je cite, « ouvrir un centre de démontage de véhicules hors d'usage ». Vous avez bien lu. À Poissy, là où on construisait des voitures, on va bientôt en démonter, une casse. On reconvertit une usine automobile en casse et on appelle ça un investissement. Techniquement, aucune fermeture. C'est vrai, on vide juste les murs de tout ce qui faisait d'eux des usines Citroën. Mais les murs, eux, restent debout, pour la photo. Les syndicats, eux, ne s'y trompent pas. Dès le soir du 21 mai, la CFDT dénonçait une nouvelle casse de l'emploi et appelait les salariés à un grand rassemblement le 16 juin devant le siège du groupe à Poissy. Et le lendemain du plan, le 22 mai, une réunion se tenait au ministère de l'Industrie pour parler de la place de la France dans tout ça. Une réunion. Voilà ce qu'il reste à l'État face à un groupe de droit néerlandais piloté depuis Détroit. Convoquer une réunion et espérer être écouté. Quand les leviers sont aux Pays-Bas et que les décisions se prennent dans le Michigan, le ministère français peut bien s'agiter, il assiste au match depuis les tribunes. Et pendant qu'on démonte des voitures à Poissy, non, vraiment, prenez la mesure de ce que je vais vous dire. Pendant qu'on transforme Poissy en casse et qu'on confie Rennes aux Chinois, à quelques centaines de kilomètres de là, dans le nord, à Onnin, une autre usine automobile bat tranquillement son record de production. 283 465 voitures en 2025, la première usine automobile de France. Cette usine n'est pas française, elle est japonaise, c'est Toyota. Laissez infuser ça une seconde, sur le sol. Français, le constructeur qui bat des records, qui embauche, qui tourne à plein régime, c'est le japonais. Et le constructeur national, lui, impose des jours chômés à ses ouvriers de Sochaux, qui perdent 16% de leur salaire à chaque journée d'arrêt, pendant que Mulhouse voit sa production fondre de presque 15% sur l'année. Le japonais produit, le national démonte. Voilà la France industrielle de 2026, résumée en 2 usines. Je vous avais promis qu'on reviendrait sur le bureau de Détroit. Vous comprenez maintenant pourquoi ça compte. Ce n'est pas une anecdote, c'est la clé de lecture de tout le reste. Quand les décisions se prennent à Détroit pour le bénéfice d'actionnaires logés aux Pays-Bas, l'ouvrier de Sochaux et le propriétaire de C3 ne sont plus des partenaires, ils sont des coûts. Et puisqu'on parle de propriétaire de C3, il faut bien qu'on aborde le sujet qui fâche le plus, la sécurité. Le 11 juin 2025, à Reims, une conductrice de 37 ans est morte au volant de sa Citroën C3. Pas dans un carambolage monstrueux, à cause de son airbag. Un airbag Takata qui, au lieu de la protéger, a explosé en projetant des fragments métalliques dans l'habitacle. Ce qui rend cette mort insupportable, ce n'est pas seulement le drame, c'est ce qu'il y avait derrière. Sa voiture, immatriculée en 2014, n'était même pas concernée par le rappel en vigueur. Pourquoi ? Parce que le constructeur avait estimé, je cite, que ces analyses ne montraient pas de risque de dégradation au-delà de 2013. Il s'était trompé d'1 an. Et cette année-là, elle a coûté une vie. Il a fallu que le ministre des Transports en personne, après ce décès, ordonne l'immobilisation immédiate de toutes les C3 et DS3 concernées. Un stop drive. 410 000 véhicules en Europe. 82 000 rien qu'en France, cloués sur place par l'État, parce que le constructeur, lui, n'avait pas réussi à faire revenir ses clients en atelier. Vous mesurez ? Il a fallu que l'État s'en mêle, après un mort, pour qu'on empêche des voitures dangereuses de rouler. Le constructeur n'a pas su le faire seul, ou n'a pas voulu. Et ça ne s'est pas arrêté là. En juillet 2025, l'UFC Que Choisir a lancé une action de groupe contre Stellantis et Citroën, réclamant jusqu'à 5 000 € par propriétaire pour les véhicules interdits de circulation. Vous avez bien entendu, des gens qui ont acheté une voiture, qui l'ont payée, qui se retrouvent avec un objet immobilisé dans leur garage parce qu'il est devenu dangereux et qui doivent maintenant se regrouper en association pour espérer être indemnisés. Voilà ce que c'est concrètement qu'acheter la marque d'un groupe qui regarde ailleurs. Et l'airbag, ce n'est que la partie visible. Sur le moteur 1,2 PureTech, ces petits 3 cylindres essence qu'on a collés sous le capot de centaines de milliers de C3, C4 et berlingots, c'est une autre histoire. Une buse de refroidissement défaillante, des arrêts moteurs brutaux, des risques d'incendie. 237 000 véhicules rappelés rien que pour ça. Et sur le 1,5 Blue HDI diesel, 930 000 voitures rappelées en 2025 pour des casses moteurs. Et comme si ça ne suffisait pas, en octobre 2025,
Nouveau rappel, des C3, C4 et berlingots produites entre 2017 et 2020. Cette fois pour un risque de coupure moteur lié à un défaut d'alimentation en carburant. Le moteur qui se coupe tout seul, en roulant, sur des voitures du quotidien, des familiales, des utilitaires d'artisans. À ce stade, on ne parle plus d'un incident isolé, on parle d'une série. Faites le total dans votre tête. Une marque déclassée par sa propre maison mère, des usines reconverties en casse ou confiées aux Chinois, et des moteurs qu'on rappelle par centaines de milliers. Vous croyez vraiment que tout ça n'a aucun rapport? Moi, je vais vous dire ce que je vois depuis mon établi. Je vois une marque qu'on a tellement pressée, tellement rationalisée, tellement obligée de tailler dans les coûts pour servir les marges promises aux actionnaires, qu'elle a fini par tailler dans ce qui ne se taille pas, la fiabilité, la sécurité, le sérieux mécanique.